la fin de la vie chère en Israël, un faux ou un tox. Et Apple achète une société israélienne de reconnaissance vocale pour en faire quoi? Surprise. Vous aimez ses chroniques, vous aimez sa façon d'expliquer l'économie et particulièrement ce qui a buzzé dans la presse économique de la semaine. Ça tombe bien, il est sur le plateau. C'est le docteur en économie Daniel Guggenheim. Bonjour Daniel. Bonjour. Bienvenue. Alors on est ravis cette semaine parce qu'il y a quand même des nouvelles intéressantes et notamment on se pose la question, est-ce la fin Daniel de la vie chère? Et dites-moi la vérité, toute la vérité. Oui. Effectivement, en lisant la presse cette semaine, on peut se demander légitimement, est-ce que c'est la fin de la vie chère en Israël? Pourquoi je dis cela? 2 éléments. Premier élément, les chiffres de l'indice de janvier viennent d'être publiés, donc, et ils ont montré une baisse de l'inflation de moins 0,3% au mois de janvier. Donc là, on est au-delà des prévisions. Exactement. On est dans le taux inférieur des prévisions, puisqu'on avait la plupart des économistes avaient prévu moins 0,1% et moins 0,3%, c'est quand même une grande différence. Et si on regarde sur un an, on est 1,8%, c'est-à-dire bien moins que ce que le gouvernement a comme objectif entre 1 et 3%, on est vraiment dedans. Et en plus de ça, si on compare par rapport au mois précédent, les 12 derniers mois, on est passé d'un rythme de 2,6% à 1,8%, c'est incroyable. Et donc, c'est apparemment quelque chose qui s'est passé. Maintenant, pourquoi je dis, est-ce que c'est vraiment la fin de la vie chère par rapport à ça? Faites-nous rêver, Daniel, faites-nous rêver. Comme je le dis, il faut voir quelles sont les choses principales qui ont joué sur l'indice. Alors, qu'est-ce qui a eu baissé? Il y a eu surtout les billets d'avion qui avaient beaucoup augmenté le mois dernier, qui ont baissé de moins 8%. Il y a eu aussi beaucoup de baisse sur 4,5% sur les vêtements. Mais encore une fois, ces deux choses-là, et les billets et les vêtements, on n'en achète pas tous les jours. Par contre, qu'est-ce qu'on achète tous les jours? C'est les fruits et légumes qui, eux, ils ont augmenté de 0,8%. Et la santé, malheureusement, on en consomme beaucoup, ça a augmenté de 0,7%. Toujours ce que vous me dites avec légitimement, mais Daniel, ce qui intéresse les gens, c'est l'inflation ressentie. Et donc, l'inflation ressentie ce mois-là par rapport aux gens, c'est pas moins 0,3%. À mon avis, ils ont ressenti au contraire. Plus 0,8%. Qu'il y a eu, je sais pas, enfin, c'est pas exagéré, mais disons que les prix ont augmenté. Il faut dire aussi une chose très intéressante, c'est que, en fait, quand on a une inflation de 1,8%, ça veut dire qu'on est quand même presque 2% plus cher que l'année prochaine que l'année dernière, et que en 2026, on prévoit autour de 2%, peut-être un petit peu moins, mais ça veut dire que ça sera plus cher que début de l'année. C'est-à-dire, l'inflation, même si son rythme baisse, bon, alors vous nous faites des fausses joies, en fait. Hein. Alors on peut dire ça. Encore une autre fausse joie, c'est l'augmentation très importante pour les locations. Augmentation de 6% pour les nouveaux locataires, c'est énorme. Et maintenant, le logement. Pour le deuxième partie consécutive, c'est-à-dire, encore une fois, je dis, les statistiques disent comme ça. Nous, on vous donne sur 2 mois et on donne toujours avec un retard. C'est-à-dire, ils parlent de novembre-décembre par rapport aux 2 mois d'avant. Et qu'est-ce qu'ils disent? Plus 0,8% qui viennent après plus 0,7% de l'autre fois où ils avaient dit que pour la première fois depuis quelques mois, l'immobilier augmentait. Et donc, ça a de nouveau enflammé la discussion. Est-ce que vraiment les prix de l'immobilier remontent avec, comme ça, on a 1,5%, ça fait beaucoup. Alors, le directeur de la statistique sait les problèmes. Il sait qu'on lui en veut parce qu'on dit qu'il y a des manipulations de la part des promoteurs dont on a parlé surtout on en a parlé souvent ici, au niveau des conditions financières qu'ils donnent aux gens. Et ils disent, tu n'introduis pas ça. Il a fait une conférence cette semaine. Il a dit, moi, je dis que les gens peuvent faire de mes chiffres ce que je veux, mais je ne changerai pas. Donc, il a dit que scientifiquement, lui, c'est les chiffres qu'il donne. Maintenant, il faut dire qu'il est contredit par la Reshut נייarot Aretz, c'est l'autorité des marchés financiers en Israël, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont de l'immobilier, qui sont cotées à la bourse en Israël, qui vendent des appartements. Et ils leur ont demandé, dans les bilans maintenant qu'ils vont publier pour la fin de l'année, que soient inscrits non pas seulement les ventes ou ce qu'ils ont eu des ventes, mais également, on veut savoir dans le prix combien vous avez fait de ristournes, point de vue des manipulations financières. C'est-à-dire qu'eux, ils vont du côté de ceux il y a, oui, manipulation financière. Donc, c'est à mon avis, c'est donc un débat qui est contrasté. Et il faudra voir, je dirais, il faut voir comment ça va évoluer, bien entendu. Maintenant, autre chose qui est très intéressante,
qui est, point de vue, est-ce que c'est la fin de la vie chère en Israël? C'est comme ça. J'avais parlé il y a quelques mois de ça, que le ministère d'économie avait lancé un défi aux chaînes nationales en Israël de supermarchés, en disant, voilà, moi, je vous fais un appel d'offres. Si vous vous engagez, je prends 100 produits de base, essentiels pour les Israéliens, ce qu'il appelle en hébreu le sal, ce panier-là, de la ménagère, on dirait. Et je vous demande de me donner, moi je calcule que maintenant, d'après ce que je vois chez vous, la moyenne, ça fait 1500 shekels de ces 100 produits. Je vous demande donc une chaîne qui s'engagera pour 1 an, pas il s'agit de quelques jours ou quelques mois, pour 1 an, de me donner un chiffre moins fort sur les 100 produits que je vous donne. Et donc, moi, qu'est-ce que je donnerai en échange? Une campagne publicitaire de 50 millions de shekels, où je dirais, c'est celle-là qui a rempli son devoir, qui a fait ce qu'elle a gagné. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a qu'une seule chaîne qui a accepté ce défi, Carrefour. Exact. Rami Levy n'a pas voulu venir. Ils ont déjà fait des annonces, d'ailleurs. Tout à fait. Et Carrefour? C'est vrai, oui. Je ne sais pas. Vous voyez, vous me surprenez. Je sais que Rami Levy n'a pas voulu venir parce qu'ils disent, moi déjà, je suis considéré qu'elle est la moins chère. Si je vais là-bas, ça ne me sert à rien. Et ça va m'obliger à faire des ristournes que je ne veux pas faire ou des choses comme ça. Et au contraire, ça peut abîmer ma marque. Où il y a eu le tremblement de terre, c'est que le 1500 shekels, Carrefour a proposé 1098 shekels. Ça veut dire une baisse de 400 shekels, 30% par rapport à ça. Lui s'attendait, Barkat, le ministère de l'économie, à 1400. Et il a été surpris de ce chiffre de 1098. Alors, les gens disent que c'est dangereux pour Carrefour, parce que si les gens ils pensent que c'est un prix dumping, et que si les gens vont aller sur ces 100 produits, ils vont avoir du problème. Mais il y en a qui disent que peut-être ils font ça parce que les gens, quand ils viennent dans le magasin, ils vont acheter peut-être autre chose que les 100 produits. Mais c'est intéressant de voir, et ça pose un grand problème, de savoir si quelqu'un peut proposer, une grande chaîne, peut proposer des prix essentiels à 30% de moins, ça veut dire qu'il y a vraiment un problème chez les Mais oui, ça veut chaînes. dire que malheureusement, nos commerçants, eh bien, c'est nous qui se sucrent sur notre dos, on va dire ça plus familièrement comme ça. Voilà, c'est une évidence, on le sait, c'est pour ça que je le souligne. Toujours. On continue avec un autre sujet, un sujet qui va aussi nous toucher, nous impacter, alors peut-être pas dans l'immédiat, mais prochainement, la construction de 2 nouveaux aéroports internationaux. Alors, on se demande où ils vont être, et vous allez tout nous raconter, et surtout, est-ce que les leçons ont été tirées de l'échec de l'aéroport de Ramon, à côté d'Eilat, qui avait promis monts et merveilles, et finalement, il n'est pas pratique et ne fonctionne pas. Oui, effectivement. Comme d'habitude, vous avez résumé l'essentiel. Ce qu'il faut dire, c'est la chose suivante. D'abord, c'est une décision historique. Quelle décision? Donc, de la part du gouvernement, de construire 2 aéroports en parallèle. Il s'agit des aéroports, je dis bien, internationaux. C'est-à-dire comme Ben Gurion à la... Ça fera 4. Ça fera 4. Maintenant, quelle est la problématique? Pourquoi il faut faire ça? L'aéroport de Ben Gurion, nous savons qu'il y a 2 salles. Il y a ce qu'on appelle Terminal 1, Terminal 3, on connaît ça. Mais il y aura un moment donné où il ne pourra plus contenir le nombre de voyageurs. On pense qu'il peut aller jusqu'à 40 à 45 millions de voyageurs par an. Et ça sera dans une dizaine d'années à peu près qu'on atteindra ça. Et donc, si jamais il n'y a pas 2 aéroports, en tout cas, qui pourraient compléter, des grands aéroports internationaux, on va voir, qui pourront compléter Ben Gurion, on sera dans une situation où il y aura plus de voyageurs qu'il faut, et donc augmentation des prix de façon importante, et c'est un problème il fallait absolument prendre une décision. Comme vous l'avez bien dit dans votre introduction, ça met très longtemps pour construire un aéroport, surtout qu'il faut le faire avec des fonds privés, ce qu'on appelle en hébreu zichayon prati. Et ils pensent que ça ne sera fait qu'en 2040. De toute façon, même si la décision a été prise, une décision de proche d'historique, depuis 30 ans, on en parle. Et alors c'est très important à dire, il y avait des pressions de toutes parts. Où ça serait ces aéroports? Parce que pour une région, c'est la source d'un développement économique, etc. Mais d'un côté, pour les habitants qui sont à côté, c'est un problème d'écologique. Il y a le bruit, il y a la pollution, etc. Donc les choses sont mêlées. Et donc cette décision n'avait pas été prise justement
à cause des différentes pressions, sans parler même de la pression de l'armée, parce qu'à un moment donné, dans le sud, on avait pensé que ça serait à côté de la base militaire d'aviation Navatim, et ça, l'armée a mis son veto, et donc c'est elle qui décide. Donc ça a été abandonné. Alors, qu'est-ce qu'il a été décidé par le gouvernement, et c'est Netanyahou qui a mené ça, c'est, dans le sud, ça sera Tsiklag. Tsiklag, c'est un endroit qui est à côté de Ofakim de Tivot, et dans le nord, à Ramat David, qui est à côté de Afula, et maintenant, dans la vallée de Jezreel. Mais qu'est-ce que ça sera? Dans Tsiklag, il est prévu 10 millions de personnes qui voyageront. Et dans le nord, à Ramat David, il est prévu 30 millions. Donc, on aura inclus 40 millions en plus de gens qui pourront venir en Israël, ce qui est pas mal. On peut dire que c'est une compensation par rapport à ce que ces régions ont souffert en raison de la guerre et du point de vue de la population, du point de vue économique. Enfin, tout s'est arrêté. Et il y a encore beaucoup de choses à reconstruire. Est-ce que c'est un signal pour dire que oui, il faut investir dans le Nord? Oui, l'État mise dans le développement de cette région, de ces deux régions d'ailleurs, le Sud et le Nord, parce que Netivot a très longtemps été considérée comme une ville de développement. Donc, on est très loin de l'idée d'un aéroport, même de l'idée d'un aéroport international. Est-ce que c'est une récompense? C'est possible que c'est joué parce qu'en fait, il y avait à un moment donné, ce qui pourrait vraiment appuyer votre argumentation, j'ai pas pensé d'ailleurs à ça, c'est qu'en fait, il y avait un projet de faire au début que dans le Nord, ou peut-être dans le Sud, et pas les deux ensemble. Et il est possible que comme le Nord et le Sud, ces endroits-là dont on parle, ont été très, très touchés, surtout dans le Sud, à côté de, comme vous dites, bien sûr, à côté de Fakim, bien sûr. C'est possible que ça a été une des raisons pour lesquelles Netanyahou a voulu prendre ces décisions-là, qui sont des décisions stratégiques, économiques, et qui vont coûter beaucoup. Bien que ça sera privé, il y aura sûrement aussi des aides du gouvernement, et donc ça doit jouer ici. Bon, on espère que ces aéroports aideront. On espère aussi que les régions, ces deux régions-là, se seront d'ores et déjà bien développées. C'est tout ce qu'on leur souhaite parce que franchement, ils le méritent bien. On continue avec une super nouvelle. Très sympa cette nouvelle. Lorsque des startups aux États-Unis, dans la ville de Palo Alto, qui sont bien sûr cotées au Nasdaq, décident d'essayer de rentrer dans la bourse israélienne et d'être cotées donc à la bourse israélienne, franchement, on marche sur la tête. Voilà. Alors, la société Palo Alto Networks est une société américaine, mais en vérité fondée par un Israélien il y a une vingtaine d'années. Et je dirais c'est un recours au bercail. Qu'est-ce que je veux dire par retour au bercail? Cette société-là a donc été cotée au Nasdaq et elle vaut à l'heure actuelle à peu près 140 milliards de dollars parce que elle a effectivement dit qu'elle va aller à la bourse de Tel Aviv. Et le même jour, elle a dit qu'elle vaut déjà 115 milliards de dollars. Et le même jour, elle a dit qu'elle va acheter une société de cyber qui s'appelle CyberArk pour 25 milliards de dollars, qui est d'ailleurs une société israélienne. Ça nous fait 140 millions de dollars. 140 milliards de dollars. Maintenant, milliards, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire aussi par rapport aux normes israéliennes? La société en Israël à l'heure actuelle qui vaut le plus à la bourse de Tel Aviv, c'est Teva, qui vaut 40 milliards de dollars. Après, il y a Banque Leumi qui l'a su de 2 milliards de dollars, mais c'est à peu près les chiffres. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une société qui vaut 140 milliards de dollars, donc bien plus, on pourrait dire plus de 3 fois cette somme dont on vient de parler, va venir à la bourse de Tel Aviv. Ça veut dire d'abord c'est un grand succès pour la direction de la bourse de Tel Aviv qui avait pris la décision de faire marcher la bourse aussi le vendredi. Ça a peut-être joué aussi là-dessus. Et ça peut vouloir dire à d'autres sociétés de haute technologie qui vont venir en Israël, des sociétés qui valent beaucoup, parce qu'on sait que dans le monde entier, à la différence d'Israël, ce qui vaut beaucoup, les sociétés qui ont le plus de capitalisation, c'est les 7 grandes qu'on connaît, le GAFA. Vous vous rendez compte que si des sociétés comme ça, même s'ils n'ont qu'un lien avec les Israéliens, viennent à la bourse de Tel Aviv, ça va faire de Tel Aviv quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, à l'heure actuelle, ce qu'on appelle l'indice phare de Tel Aviv de 35 sociétés est surtout constitué des grandes sociétés qui sont des finances et qui sont immobiliers. Et on a très peu de haute technologie. Si on a des sociétés comme ça qui vont venir, ça peut changer aussi ce que vont faire les indices phares. Et ça peut bien entendu aussi, comme je l'ai dit, faire d'Israël quelque chose de beaucoup plus international, d'une bourse. Ça change la bourse de Tel Aviv. Les gens sont impressionnés par le succès et le maintien de la bourse israélienne pendant ces 2 années de guerre. Ils ont été bluffés. Donc voilà, c'est le cercle vertueux, on va dire. On termine avec
avec une bonne nouvelle. Enfin, une bonne nouvelle, je ne sais pas. Il va falloir se méfier parce que l'intelligence artificielle avance sans cesse. Et d'ailleurs, Apple achète une start-up israélienne spécialisée dans la reconnaissance vocale. Donc, bien sûr, vous allez bientôt parler à des robots en pensant parler à votre meilleure copine. Ça va pas tarder à arriver. Alors, 2 milliards de dollars pour cette nouvelle acquisition d'Apple. De quoi s'agit-il exactement, Daniel ? Oui, la start-up israélienne QAI, donc de l'intelligence artificielle, a donc développé un système qui permet, lorsqu'on parle à voix basse même, parler en identifiant les vibrations des muscles de la parole, également sur le visage, même de la peau, pouvoir dire qu'est-ce que cette personne dit. C'est quelque chose d'impressionnant. Et Apple a vu ça, et il a donc décidé d'acheter cette société pour 2 milliards de dollars. Et il faut dire que cette société a été créée en 2022 et elle valait, à mon avis, c'est à ce moment-là, 25 millions de dollars. On sait qu'en 2023, elle a valu à peu près 50 millions de dollars parce qu'il y a eu des gens qui ont un peu acquis des actions là-bas. Donc, elle a été évaluée pour ça. Imaginez-vous, de 2023 à 2025, on parle de 53 millions de dollars à 2 milliards de dollars. C'est quelque chose d'incroyable. Et donc, pour Apple, là, on a dit que c'est la deuxième acquisition au point de vue argent que ça fait. C'est quelque chose d'énorme en Israël par rapport à ce qu'elle a fait. Maintenant, pourquoi Apple a décidé de mettre tellement d'argent ? Parce que là-dedans, elle dit qu'elle a du retard dans sa concurrence avec Google, Meta, et elle se dit qu'ils sont très, très forts là-dedans, déjà dans l'intégration de l'intelligence artificielle dans tout ce qui est informatique. Et donc, elle se dit qu'en prenant cette société, d'ailleurs, on l'a appelée une société sous radar. C'était une société qu'on dit en Israël mystérieuse. Et quand la presse a parlé de ça, elle dit une société qui n'est pas connue en Israël, que je n'ai sûrement pas entendu parler, a été vendue pour 2 milliards de dollars. Je me demande d'ailleurs si le secret qui entourait cette société n'est pas dû à des problèmes de sécurité aussi, parce que vous avez parlé très très bien de est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas, mais je pense que ça doit avoir par rapport à un problème sécuritaire quelque chose de spécial, donc ça doit être, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le dirigeant de la société n'en a pas parlé, et c'est seulement dans les endroits spécialisés comme Apple qu'ils ont connu et qu'ils l'ont acheté. Bon, on verra bien où tout cela va nous mener. En attendant, nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Merci pour toutes ces infos, comme toujours, pertinentes et intéressantes. On se retrouve, comme promis, donc la semaine prochaine. Avec plaisir.